Bienvenue au temps du numérique. Après l'intime, après l'engagement politique, c'est de notre mémoire qu'il sera question aujourd'hui. Les outils numériques sont-ils une menace ou un support pour notre mémoire? Alors notre mémoire individuelle, cette capacité cognitive qui nous permet de gérer souvenirs et oublis, aussi bien que notre mémoire collective. Donc, comment est-ce que l'on enrichit, on crée du patrimoine à l'heure du numérique? Alors, pour présenter nos quatre invités et pour ouvrir la discussion, je vais vous poser déjà la même question à chacune et à chacun. Isabella Di Leonardo, vous êtes docteur en histoire de l'art et de l'architecture. Vous êtes coordonnatrice du Venice Time Machine, du Lausanne Time Machine et de la Time Machine Europe. Peut-être dans un tout premier temps, nous expliquer en 2 mots ce dont il s'agit? Oui, alors la Time Machine européenne, c'est une initiative de recherche de l'Union européenne et d'un grand nombre d'universités en Europe. Et elle vise à rendre accessible le patrimoine numérique ou à rendre numérique le patrimoine historique de l'Europe pour la communauté de chercheurs, mais aussi pour une plus large communauté de citoyens et d'intéressés à la culture et au patrimoine en général. Et Isabella Di Leonardo, alors première question que je vais poser à chacune et à chacun d'entre vous, c'est quoi la mémoire pour vous? Alors, en 2 mots, peut-être la mémoire, c'est trace, j'oserais dire un document d'un côté, et transmission et partage de l'autre côté. Merci. À côté de vous, Florence Grézer-Bidot, vous êtes anthropologue, docteur en histoire et civilisation. Comme Isabelle, vous travaillez au sein du Collège des Humanités. Même question, alors c'est quoi la mémoire pour l'anthropologue que vous êtes? Alors pour l'anthropologue que je suis, la mémoire est avant tout ce qui fait sens pour les personnes, la mémoire qui fait sens pour les personnes. Et l'anthropologie s'intéresse surtout à l'usage social ou les usages sociaux de la mémoire, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre ce qui fait mémoire et comment la mémoire est transmise. Alors je rejoins un peu Isabella par rapport à la transmission. Par rapport à Isabella, je ferais plus il y a des traces, mais il y a surtout des usages autour de ces traces, autour de ces indices que l'on essaie de repérer pour comprendre en fait comment les individus sont liés ensemble à travers la mémoire, par exemple. Merci. Ralph Rimet, à votre tour, vous êtes directeur fondateur de touyou.ch. C'est une plateforme de soutien à la transmission des données et des biens. Plus clairement, qu'est-ce que cela signifie exactement, Ralph Rimet? Ça signifie que, comme tout un chacun, un jour, la vie a une fin. Et puis que ce jour, eh bien, il est souvent entouré de beaucoup d'émotions et de tâches à réaliser pour la famille et les proches. Et en fait, on a créé une plateforme qui permet non seulement d'un côté d'organiser en amont l'ensemble de la transmission des informations, mais également pour la famille d'avoir un support numérique pour régler dans les meilleures dispositions et le plus rapidement possible toutes les transmissions d'informations qui sont nécessaires pour la prise de décision et pour l'administration d'un décès. Et alors, c'est quoi la mémoire pour vous? C'est une bonne question. La mémoire, c'est quelque chose de fondamental, je pense, dans chacun et chacune. Et si on prend un peu historiquement, il y a eu beaucoup d'innovations qui ont permis la transmission de la mémoire. Par exemple, à l'époque victorienne, on avait le daguerreotype, qui était l'ancêtre de l'appareil photo. Et cet appareil photo a permis en fait l'émergence à l'époque de photos post-mortem familiales qui permettaient en fait aux familles de se remémorer un être disparu. Et ça a été une tendance qui pourrait nous paraître aujourd'hui absolument dérangeante. Mais à l'époque, c'est une innovation qui a été liée à l'apparition de cet appareil photo. Aujourd'hui, le numérique, au même titre, permet ce travail de mémoire et devient simplement un support supplémentaire à la mémoire. Mais le fond de cette transmission reste, et je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout de ça qu'on va parler. Merci. Delphine Preissmann, vous êtes docteur en psychologie cognitive et comportementale ainsi qu'en neurosciences. Vos recherches portent tout particulièrement sur la mémoire, mais laquelle, ou plutôt comment la définissez-vous?
Alors c'est compliqué, donc on pourrait dire qu'en neurosciences, on imagine qu'il y a plusieurs types de mémoire et ça serait un peu l'ensemble des traces en fait que les expériences qu'on va vivre vont laisser dans le cerveau. Et c'est l'idée un peu différente de ce qu'on me disait quand j'étais petite. On me disait qu'on avait des souvenirs, c'était comme une bibliothèque. Maintenant, on voit plus du tout ça comme ça. On voit ça plutôt qu'un stockage passif, plutôt tout ce qui va changer la façon dont on va voir le monde en fait. Et donc c'est l'idée que la mémoire c'est pour le futur et que ça va changer en fait notre façon de planifier, de réfléchir et de voir les choses en fait. Avec différents types de mémoires, donc qui peuvent être soit des mémoires conscientes ou des mémoires inconscientes. Donc là aussi, on sait qu'on ne devrait pas parler vraiment de mémoire au singulier, mais plutôt de mémoire au pluriel. Alors les outils du numérique aujourd'hui sont un support privilégié pour nos contacts, nos photos, on en parlait, nos souvenirs, mais aussi toutes les informations qu'on ne peut pas physiquement stocker dans notre cerveau. Mais pour quel impact justement sur cette capacité cognitive de mémorisation, Delphine Pressman? Alors, ce sont des choses qui sont relativement nouvelles hein, dans l'étude de la mémoire. Alors, on sait que notre mémoire, on a une mémoire à court terme qui est très limitée, mais notre mémoire à long terme est vraiment une très grande capacité. Donc, déjà, sans outils numériques, on pourrait déjà stocker beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on a maintenant tendance un peu à essayer de se reposer là-dessus. Et il y a quelques études assez récentes qui ont montré, par exemple, que si on demande à des gens de visiter une exposition et puis de regarder les œuvres versus de visiter la même exposition en la photographiant, quand ils photographient, donc ils se disent quelque part inconsciemment, il y a une trace qui est là et on retiendrait moins bien en fait quand on a sauvé une information de façon numérique. Mais c'est aussi une façon d'utiliser une mémoire externalisée quelque part. Au fond, on compte trop sur nos outils et on perd de la mémoire, c'est ça? On peut carrément dire Alors, je ne sais pas si on perd, parce que les études que j'ai vues sont des études avec un point particulier. C'est difficile d'évaluer la mémoire globale d'une personne. Donc, peut-être pas tant que ça. On peut imaginer qu'on peut peut-être utiliser, ça je ne sais pas si ça a été déjà étudié, le fait qu'on puisse comme ça déléguer, externaliser une partie de cette mémoire pour faire d'autres tâches cognitives, ce qui est possible aussi. Parce qu'il y avait une étude récente de UCL qui a montré, je crois récemment, qu'il y avait une atrophie de l'hippocampe, qui est un peu l'un des centres du fonctionnement de la mémoire, chez les personnes, les utilisateurs de GPS. Alors c'est possible parce qu'il y avait des études précédentes avant les GPS qui avaient montré que les chauffeurs de taxi à Londres avaient un hippocampe plus grand. Alors il y a deux hypothèses. Soit c'est les gens qui ont un grand hippocampe qui vont, donc l'hippocampe c'est la partie qui nous permet de nous repérer dans l'espace et qui est aussi importante pour la mémoire épisodique. Et donc peut-être qu'il n'y avait que les gens qui ont un grand hippocampe qui se lançaient là-dedans. Mais on pense aussi que comme il y a de la neurogenèse dans le cerveau tout au long de la vie, c'est-à-dire qu'il y a une production de nouveaux neurones et en particulier dans l'hippocampe, que le fait d'utiliser sa mémoire spatiale augmente en fait la taille de l'hippocampe. Et donc c'est vrai, et ça c'est un peu pour toutes les capacités, on dit souvent c'est use it or lose it, hein, utilisez-les ou perdez-les. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il pourrait y avoir un risque à trop se laisser guider par tous ces outils, à moins faire fonctionner son cerveau. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez vous-même ici? Comment se porte votre hippocampe? Non, Isabella Di Alors, le Leonardo. mien très très mal, parce Très que mal. j'ai une mémoire, oui, malheureusement très faible. Non, mais je dirais que j'ajouterais quelque chose de plus, que c'est la question de comment on entretient la mémoire et comment on permet d'exercer la mémoire. C'est une question très très ancienne, parce que ça remonte encore au grec, évidemment. Donc, comment on essaye d'augmenter notre mémoire et d'utiliser la capacité de la mémoire pour stocker un grand nombre de plus en plus grand d'informations. Ça, c'est une chose. Il y a aussi des manuels, par exemple. Pendant la Renaissance, on pense à Giordano Bruno, l'Ars Memoriae, Raimondo Lullo. Donc, il y a beaucoup d'historiens qui se sont déjà posé le problème et qui avaient déjà trouvé des constants et qui restent encore aujourd'hui, qui sont vrais encore aujourd'hui, comme le disait Delphine, par exemple, que la mémoire se divise en subjecti et adjecti, c'est-à-dire lieu et image. Et donc, que pour exercer la mémoire, il faut toujours accrocher les souvenirs à des lieux ou à des images, et il y a toute une série d'exercices qu'il faut faire pour rendre, par exemple, les avocats ou les sénateurs ou les hommes politiques capables d'exercer la mémoire et d'avoir un grand bagage d'images et d'expressions textuelles, etc. C'est ce que, évidemment, la mémoire de l'ordinateur est
très puissante, donc on ne peut pas tout à fait la comparer avec celle de l'humain, mais elle utilise le même système, c'est-à-dire que toujours on stocke en données images, données textuelles, données lieux. Et différents, ce sont les manières de déclencher le souvenir. Parce qu'évidemment, dans tout ce qui est numérique, la chose la plus importante, c'est l'index. Donc, si on n'a pas des index, on ne peut pas sortir des données, évidemment. Et pour l'humain, c'est très différent, parce que l'index peut aussi être un sentiment, une émotion. Donc, c'est un peu différent. Le système qui déclenche les souvenirs, j'ai un petit peu l'impression qu'ils soient, dans l'humain, soient réglés par d'autres capacités d'accès qui n'est pas forcément le texte, les mots ou juste des images. Pour ma part, je rajouterais aussi un autre élément important, c'est que souvent la mémoire, il y a nécessité pour qu'il y ait une mémoire, et notamment qu'une mémoire collective soit constituée, il y a nécessité d'avoir aussi un accrochage en fait, par rapport à des lieux matériels. Et typiquement, les travaux qui sont menés depuis des décennies en fait, par les chercheurs, typiquement dans les villes, montrent bien comment les groupes sociaux ont besoin d'avoir un processus d'identification qui passe souvent en fait, par des monuments historiques ou par des objets matériels qui permet en fait au groupe de s'accrocher, en fait, d'accrocher cette mémoire, de faire corps par rapport à la mémoire, par rapport à un objet. Il y a ce besoin qui est très très fort et justement les traces matérielles, qu'elles soient dans l'espace concret de la vie de tous les jours, ce n'est pas forcément des bâtiments historiques, ça peut être aussi des pratiques ordinaires de la vie quotidienne, permet justement souvent de déclencher cette mémoire et ce rappel en fait. Et je rajouterais aussi que pour qu'il y ait cette mémoire, même si elle est raccrochée à une image ou à un objet, il est nécessaire qu'il y ait un rapport social qui y soit associé. Il faut qu'il y ait un groupe, il faut qu'il y ait une connexion entre différentes personnes qui permettent précisément aussi à ces différents souvenirs de former une mémoire. Mais on pourrait vous rétorquer qu'à l'ère du numérique, on a d'autant plus de ces connexions-là et de ces relations, justement. Alors, il y a deux formes de mémoire. Il y a une mémoire plus virtuelle et il y a une mémoire plus matérielle. Elles ne sont pas forcément nécessairement tout le temps opposées. Peut-être qu'au contraire, elles peuvent maintenant davantage s'enrichir. Mais être connecté sans cesse sur des mémoires virtuelles, peut-être qu'à un moment donné, il y a aussi besoin de se retrouver physiquement ensemble autour d'un lieu. Je prends l'exemple classique qu'on a tous vécu lorsqu'on a devant nos ordinateurs des photos qui défilent de notre vie de famille. Typiquement, quand on est avec nos enfants ou avec les grands-parents, il y a sans cesse, lorsqu'on voit des images, qu'elles sont associées à des lieux, il y a des mémoires qui ressurgissent, il y a des souvenirs qui ressurgissent, et il y a un partage, il y a à un moment donné un moment fort qui se crée entre les personnes présentes à travers peut-être un objet ou une mémoire que l'on voit de manière dématérialisée, bien sûr. C'est ça, il faut qu'il y ait au fond une empreinte affective, c'est ce que vous nous dites. Mais est-ce qu'elle est tout à fait absente avec les outils du numérique? On pourrait par exemple prendre ce cas sur nos téléphones portables. On a parfois les contacts de personnes décédées. Je ne sais pas si vous, dans le public, vous arrivez facilement à effacer ces contacts-là. Généralement, ça n'est pas simple. Donc ça prouve bien qu'on donne à nos outils numériques, un téléphone en l'occurrence, une force affective aussi, non, Ralph Rimet? Absolument, vous avez touché le cœur du problème, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit en introduction, le numérique est un support, mais tout ce qui va autour, l'être humain reste l'être humain, c'est-à-dire avec ses émotions, avec son caractère, ses angoisses, ses peurs, ses secrets. Donc on projette tout cela aussi sur nos appareils. Absolument, c'est une projection sur un outil. Et puis ensuite, si je prends un peu l'exemple chez nous, les gens viennent avec des différentes volontés ou avec différentes perceptions de ce qu'est la transmission de leurs données. Il y a des gens qui vont être beaucoup sur l'affect, sur l'émotionnel, qui vont peut-être transmettre des choses secrètes parce qu'elles ne l'ont jamais osé vous le dire de manière physique dans le temps de leur vie et puis qu'elles veulent le transmettre une fois qu'elles disparaissent. Mais vous avez des gens qui veulent simplement aussi, qui sont extrêmement organisés, structurés,
qui veulent tout organiser jusqu'à la fin. Donc en fait, la transmission pour eux est une façon de renforcer leur personnalité au-delà en fait, du passage de la vie. Et puis en fait, encore une fois, cette transmission, elle se fait de manière extrêmement personnelle. Mhm. Et est-ce qu'il y a des réseaux sociaux qui vous semblent plus importants que d'autres dans cette transmission-là aux yeux des gens? Qu'est-ce qu'ils veulent absolument transmettre? Parce qu'on efface beaucoup de nos conversations sur quantité de réseaux sociaux. Alors après, si on peut se dire finalement au seuil de la mort, je préférerais sauvegarder toutes ces données, elles sont importantes, elles me racontent. Oui, mais d'autant plus, d'où la nécessité de vraiment réussir à la transmettre dans les meilleures conditions. Et puis, vous parlez des réseaux sociaux, je pense que, bon, après, si on prend de manière très rationnelle, il y a un ranking de plateformes qui sont plus utilisées que d'autres. Donc, il y aura des perceptions par rapport à ces plateformes qui vont faire qu'on va forcément transmettre son compte sur Facebook, son compte sur Instagram, enfin voilà, mais qui vont véritablement être les plateformes qui sont des drivers. Et puis ensuite, on a des choses qui sont beaucoup plus personnelles, des abonnements, des choses qui sont liées vraiment à nos usages et puis à nos personnalités. Et puis, je pense que là, c'est dans cette transmission que c'est important de dire qu'est-ce qui est important qui reste, de ce que je souhaite qui reste et de ce que je souhaite qui disparaisse. Mm-hmm. Et c'est pour ça que nous, on offre le service d'élimination de ces comptes pour donner la garantie en fait, aux personnes que derrière, leur famille ne va pas changer d'avis et va garder des comptes ouverts ou garder des choses que j'aurais peut-être moi souhaité que ça disparaisse. Mmh. Alors là, ça parle, on est en plein dans le patrimoine, d'une certaine façon, de ce qui va rester, de ce qui ne va pas rester. Qu'en dites-vous, Florence Gréser-Bidault? Alors, ce que m'évoquent ces derniers mots, on est clairement dans des processus qui sont effectivement propres à la mémoire et au patrimoine. On est dans des mécanismes de sélection qui impliquent que des éléments sont intégrés, sont récupérés, sont conservés, et d'autres qui sont oubliés, rejetés et mis à l'écart. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est dans des mémoires qui sont malléables, en fait. Les mémoires ne sont pas fixes, ne sont pas figées, elles évoluent dans la propre trajectoire d'une personne, mais aussi dans des connexions, les interrelations qu'une personne a avec autrui. Et qui dit oubli d'une partie de la mémoire ne veut pas dire oubli total, parce qu'elle peut ressurgir par la suite, plus tard. Et on est aussi face à des mémoires qu'on pourrait dire enfin une forme de mémoire légitime qui serait communément acceptée, et d'autres mémoires qui seraient des mémoires peut-être plus revendicatives, en fait, où aussi des individus auraient envie de porter leur voix pour mettre en avant un pan de la mémoire ou un pan patrimonial qui, jusqu'à présent, n'a pas été valorisé pour différentes raisons. On est vraiment aussi dans des rapports, finalement, de force. Si je peux juste compléter, mais c'est intéressant parce qu'on a la possibilité de modifier l'avenir, c'est-à-dire qu'on peut avoir une action sur la suite aussi avec ces supports numériques, c'est-à-dire que je peux encore avoir de l'influence après ma disparition. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que justement, vous pouvez donner des directives, vous pouvez transmettre par exemple un récit de vie que vous auriez peut-être caché mais que vous n'avez jamais transmis, et puis refaçonner une histoire à votre façon parce que vous avez envie de la transmettre comme vous la souhaitez, et qu'on garde un souvenir qui est peut-être différent de ce que vous avez jusqu'à présent eu. Vous avez des gens qui ont des vies secrètes et puis qui les révèlent au moment de la disparition. Est-ce que dans le public, il y a des personnes qui pourraient témoigner sur cette question-là, qui ont le sentiment que quand elles postent simplement des choses sur les réseaux sociaux ou qu'elles font des tweets, eh bien, en fait, elles sont en train de créer leur mémoire, ce qui va rester d'elles et d'eux? En vous écoutant, je viens de me dire, j'ai terminé la lecture du livre de Edward Snowden. Et quand je vous entends, c'est comme si nous, on gérait notre mémoire, on décidait de nous donner. Mais l'impression quand on lit ce livre d'Edward Snowden, c'est qu'on ne maîtrise pas nos données. Elles nous appartiennent plus. On crée, on produit des données, mais leur usage nous échappe en quelque sorte. Tout à fait, puisque là, on parle de réseaux sociaux qui sont quand même avant tout des entreprises privées. Donc, il nous faut parler de cela. On a le sentiment que
ces données-là qui constituent la mémoire, ça n'est pas vraiment... On a dit jusqu'à présent que c'était à nous de les trier, de choisir ce qu'on garderait, ce qu'on ne garderait pas. Sauf que on n'est pas si libre que cela dans la gestion de ces données-là. Donc est-ce que ça ne change pas aussi l'avenir de ce qui restera et donc le patrimoine ? Alors oui, mais à nouveau, je pense que par rapport à la mémoire, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a différentes formes de mémoire. Ces différentes formes de mémoire, qu'elles soient plus virtuelles ou plus matérielles, elles cohabitent de manière dynamique. Et je pense que là aussi, elles cohabitent et en fait, elles entrent en écho, elles sont en résonance sans cesse, l'une par rapport à l'autre. Et je pense que si à un moment donné, il y a une partie d'une mémoire virtuelle qui est moins forte ou qu'on arrive moins à contrôler, il y a d'autres formes de mémoire plus matérielles, plus... disons, tangibles, qui, en revanche, peuvent être, peut-être qu'ils peuvent venir à la rescousse et qui peuvent contribuer à remettre une forme de mémoire, en fait, sur le devant de la scène. Mais là aussi, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on est dans des rapports de force, dans des rapports de pouvoir entre différents acteurs sociaux qui sont impliqués. Et tous ces différents acteurs sociaux, quand on fait des recherches, on cherche précisément en fait, à les identifier, à voir qui sont ces acteurs, quelles sont leurs intentions, quels sont leurs objectifs et comment ces différents acteurs en fait, produisent des discours qui correspondent souvent pas toujours aux pratiques concrètes. Peut-être que vous avez des exemples concrets à donner de vos clients, mais c'est vrai qu'on se rend compte que lorsqu'on commence à mettre en réseau ces différents acteurs sociaux qui sont concernés par des questions mémorielles, on peut tout d'un coup dégager différentes valeurs, différents projets de société. Il ne faut pas oublier que la mémoire est toujours, se réfère toujours à des éléments du passé, souvent pour justifier le présent, mais c'est souvent aussi en vue de projeter le futur. Et on est vraiment dans une perspective historique qui est très importante. Avec le Venice Time Machine, avec le Time Machine Europe, vous êtes aussi dans cette problématique de la gestion des données, lesquelles vous gardez, lesquelles vous ne gardez pas ? Alors, tout d'abord, juste pour reprendre les derniers mots qui disait Florence, moi j'ajouterais le fait que la mémoire, c'est un terrain de débat. C'est-à-dire qu'elle n'est pas un objet stable, c'est un objet justement fluide qui change, qu'il y a différents aussi niveaux, c'est-à-dire qu'il y a des mémoires qui sont des mémoires personnelles et des traces personnelles qu'on laisse dans des réseaux sociaux ou d'autres formes, des photos où on laisse à nos enfants comme des objets, par exemple, des vêtements, etc. Mais il y a aussi, la mémoire est aussi un objet politique, donc il y a aussi d'autres type de traces, type de sources, qui devient un terrain de débat, de contraposition, de légitimité, non-légitimité, etc. Et que, par définition, tout ce qui est patrimoine, donc tout ce qui est que les patresses nous ont donné, et les patresses aussi, ils nous laissent le contrôle, mais ils le perdent. C'est-à-dire que quand on laisse des traces dans la société, à un moment où on laisse des traces, on n'est plus en contrôle des traces qu'on laisse, par définition. Évidemment, c'est encore plus problématique et angoissant la question des réseaux sociaux, parce que par définition, ils sont privés, donc ce sont des acteurs qui ne relèvent pas du patrimoine dans le sens public, mais c'est vrai aussi pour tout ce qui est public. Donc on n'est pas en contrôle. Au moment où on laisse des traces, on n'est pas en contrôle. Et ça, depuis toujours, c'est vrai aussi que le temps a beaucoup changé. Donc il ne faut pas faire de l'anachronisme. Pour nos ancêtres, c'était très important de laisser des traces. Donc c'est exactement le contraire, peut-être on en parlera plus tard. Aujourd'hui, c'est un vrai souci. Qu'est-ce qu'on laisse? Comment? Avec quel format? Et qui le possède? Qui possède surtout ces traces-là? C'est une vraie question. Ça, c'est un problème auquel vous êtes confronté quotidiennement, je suppose, Ralph Rimet. Oui, évidemment. Et puis notamment sur les plateformes de ce type-là, qui sont des plateformes privées. Vous arrivez quand même à accéder à toutes les données ou pas? Alors généralement, si toutes les informations étaient transmises comme on les a demandées, en général, oui.
Donc on demande vraiment les accès complets. Évidemment, on a une plateforme qui est cryptée, hein, donc quand vous donnez toutes les informations, elles sont illisibles même pour nous, à moins que vous nous y donniez l'accès. Et puis ensuite, évidemment que ces données, elles appartiennent de fait aux plateformes pour lesquelles que vous utilisez, hein, si vous prenez YouTube, etc. Donc selon les conditions générales, elles appartiennent à elles. Donc ensuite, même si vous éteignez en fait votre compte de réseau social, etc., il y a toujours une trace qui reste, malgré tout, hein, ça reste du numérique. Et ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça reste ancré à jamais. Donc là, on arrive sur cette question qui oppose le droit à l'oubli et le droit à l'information. Donc, parce que quand le passé, nos souvenirs n'étaient que dans nos têtes, ils n'appartenaient qu'à nous, hein, on l'a bien dit. Mais donc là, on passe d'une mémoire privée, intime, à une mémoire publique ou livrée à des entreprises. Est-ce que, quand par exemple vous travaillez sur le Venice Time Machine, est-ce que vous prenez en compte le fait que peut-être dans les archives que vous allez retrouver, ou Time Machine Europe, peut-être que vous allez sortir des éléments de personnes qui ne souhaitaient pas revenir à la surface? Alors, tout d'abord, il faut dire que le projet Time Machine, et en particulier après le projet Venice Time Machine, s'adresse à des archives qui sont déjà publiques. Donc, par définition, il n'y a rien de privé et il n'y a pas de données sensibles, évidemment. En plus, j'ajouterais une autre couche en disant que ce sont des archives publiques qui relèvent de l'administration publique. Donc, raison de plus pour dire que ce sont des données déjà publiques par définition et que même dans leur création étaient déjà créées avec ce but de publication, donc de libre accès. Pour des raisons très simples, on le comprend presque, je pense que tout le monde peut comprendre, parce que les archives qui relèvent de l'administration doivent être publiques pour des questions qui relèvent de la démocratie de l'information et d'éviter la déségalité du pouvoir, donc du fait que l'administration publique fait des faveurs à une personne ou à une autre. Après, il faut dire, et ça c'est une chose très aussi passionnante, que l'histoire, donc tout ce qui relève des traces du passé, est formé par beaucoup de petites traces particulières. Donc il y a, comme disait Maurice Walbach, il y a une espèce de... L'histoire est un océan dans lequel toutes les petites narrations arrivent et font partie eux-mêmes de l'histoire. Et il y a beaucoup de données de ce type, évidemment dans les données administratives en particulier, peut-être des données un peu moins sexy comme les données de sources cadastrales, qui ne sont pas forcément des données, je sais pas, des testaments, donc des données des actes notariaux qui relèvent un peu plus de la narration personnelle. Mais c'est assez émouvant de voir, de redécouvrir des noms des personnes du passé. Mais c'est pas que le Venice Time Machine, c'est le travail courant des historiens qui font déjà ça, et qui essayent de raconter les histoires du passé. Et ils essayent, comme le disait aussi Hérodote, ils essayent de amener la lumière, donc d'empêcher l'oubli des hommes et causé par le temps, par l'oubli naturel du passage du temps. Un autre aspect intéressant, c'est le fait que ce serait magnifique d'avoir tout le monde impliqué dans cette œuvre de reconstitution. Moi, j'aime bien l'idée qu'on est tous des gardiens de quelqu'un qui a vécu dans le passé. Et peut-être, ça c'est peut-être une chose un peu plus commune parmi les historiens, des historiens qui ont étudié certains personnages, certains protagonistes de l'histoire plus que d'autres. À un moment, ils se sont vraiment passionnés par leurs personnages, par la vie de ce protagoniste, et ils l'ont gardé de quelque manière. Donc c'est vrai aussi que dans le processus de révélation du passé, fait par des hommes et pas par des machines, il y a une composante émotionnelle qu'il ne faut pas sous-estimer.
Mais je rajouterais Florence Graser-Budeau. également, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce type de recherche, notamment autour finalement d'une histoire officielle, par rapport à des archives qui sont publiques, et effectivement, ce que tu dis est tout à fait correct. Il y a de nombreuses autres formes de mémoire qu'il s'agit de collecter à travers en fait toute une série d'approches que les différentes sciences sociales ont mises en avant. Il y a les historiens, mais pas seulement. Il y a beaucoup aussi de méthodes ethnographiques qui ont été mises en avant pour justement prendre en compte d'abord les contextes de production de ces données. Parce que faire des archives, effectivement, qui les fait, dans quel dessin, à quel but, pour quel usage, c'est très très important. Ces données, elles sont produites à un moment donné pour une raison précise. Or, quand on pose un regard historique sur un passé, il est toujours très intéressant de pouvoir essayer de prendre en considération la distance entre notre regard que nous, on pose aujourd'hui sur un passé et essayer de comprendre quelles étaient les motivations en fait, pour créer ce type d'archives à ce moment-là. Et effectivement, les historiens l'ont fait, les anthropologues ou les ethnographes, ou même finalement aussi une certaine forme de sociologie, aussi de réfléchir et en fait, à ces conditions de production, également en faisant des entretiens avec les personnes, parce qu'il n'y a pas que les archives ou les documents écrits qui permettent de restituer en fait tous ces contextes de production, mais il y a toute une série aussi d'entretiens qu'on peut faire, des conversations et des observations directes suivant le temps qu'on a à disposition ou la perspective historique que l'on veut mener en fait sur un projet. Et je pense que, comme tu dis, il y a intégrer des perspectives interdisciplinaires dès le départ d'un projet, c'est-à-dire dès la conception d'un projet, est extrêmement utile et nécessaire en fait pour pouvoir vraiment essayer de rendre compte d'une complexité que l'on essaye de restituer. On voit quand même un conflit, pour revenir à nos pratiques plus quotidiennes. On l'a entendu tout à l'heure. Aujourd'hui, la principale crainte quand même à l'ère du numérique, c'est que nos données, que nos traces comme ça ne nous appartiennent plus, disparaissent. Et vous êtes quand même en train de nous dire que c'est avec ces traces, grâce à ces traces-là, qu'on constitue le patrimoine. Donc comment est-ce qu'on s'en sort? Ralph Rimet. Comme on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'à un moment donné, ces données numériques, qu'on veuille les effacer ou non, elles restent dans des serveurs. C'est des serveurs qui ont des mémoires qui restent même à plus long terme. Tant qu'il y aura des machines pour les faire tourner, que vous effaciez vos données au moment du backup 3,2, ou que vous ayez effacé vos données à un moment donné, il y aura toujours quelqu'un qui pourra revenir en arrière, s'il reprend numériquement les informations pour retrouver. Donc, si on parle un tout petit peu de mémoire, effectivement, ce qu'on va mettre au niveau numérique aura toujours la capacité d'être retrouvé d'un moment à un autre, pour autant que tout le système perdure sous sa forme actuelle, ou en tout cas qu'il soit pérenne. Ce qui est encore à discuter, puisqu'il y a encore plein d'éléments qui tournent autour de cette question, notamment sur la pérennité, l'électricité, enfin, les serveurs, etc. Donc ça, c'est aussi une crainte qu'on peut avoir par rapport à ça, parce qu'un jour ou l'autre, peut-être que cette mémoire, elle pourrait disparaître. Tout à fait. Et puis des questions à se poser peut-être de manière plus fondamentale sur notre civilisation actuelle, qui est très dépendante en fait de toute cette technologie, et puis qui effectivement un jour ou l'autre pourrait perdre toutes ces données. Mais on va revenir sur cette question effectivement de l'obsolescence des supports au fond. Mais avant cela, j'ai quand même presque entendu dans ce que vous nous disiez qu'on ne meurt plus au temps du numérique. C'est ça que vous nous avez quand même sous-entendu? Non, comme je l'ai dit en introduction, je pense que le numérique est un autre support. On l'a aussi expliqué. Je crois qu'il y a plein de façons différentes de faire cette mémoire. Et puis encore une fois, ce support numérique est simplement une façon différente, un support supplémentaire pour faire cette transmission. Et puis cette transmission de manière tout à fait peut-être plus personnelle aujourd'hui, puisque à l'heure des réseaux sociaux, on est beaucoup plus aussi axé sur l'ego. Et cet ego, il a tendance à transparaître au-delà de cette mort, en fait. On a une question. Oui. Oui, justement, j'aimerais revenir sur ce point-là, le droit de l'oubli, parce que pas seulement les médias sociaux, en fait, c'était aussi le dark web. En fait, il y avait un article horrifique, là, il y a une semaine, au New York Times, en fait, de toutes ces images pédophiles qui sont
impossible à détruire en fait et qu'on retrouve facilement si on fait la recherche. Et donc on a les victimes qui sont des années après, encore une fois après l'autre, en fait, en face de cette imagerie, ce qui s'est passé. Et peut-être une question à Madame Preissmann, qu'est-ce que ça veut dire cette mémoire qui revient tout le temps? C'est impossible, en fait, de le détruire, parce que justement, c'est pas quelque chose, c'est pas seulement une bêtise qu'on a mis sur Facebook, mais c'est vraiment des choses qui vont encore consumer maintenant. Alors, je pense que la difficulté avec ça, c'est toute la difficulté des traces qui restent, en fait, qui restent dans le marbre quelque part, même si maintenant c'est plus du marbre, mais c'est sous forme numérique. C'est que notre mémoire, entre-temps, la personne, alors, sans parler de choses aussi horribles que ça, mais ça peut être des choses, même des choses qu'on aimerait, où ça va plus avec nos valeurs, où on a envie de changer, on a changé, et puis il y a toujours cette trace qui reste, et c'est vrai que ça peut provoquer quelque chose d'embêtant, parce que le cerveau, en fait, dans le cerveau, ces traces-là, elles sont malléables, elles bougent, et tout ce qui va être fixe, ben, ça peut être très problématique, effectivement, d'être confronté à quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'était ça exactement votre question, qui revient, surtout qu'en plus, si c'est une mémoire traumatique, ben, on a déjà ces flashbacks ou ces choses qui reviennent déjà. Donc, en plus, si on n'arrive pas quelque part à le remanier, ça peut être problématique. Parce que dans le cerveau, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Normalement, les choses sont remaniées et nos souvenirs, en fait, ils correspondent pas tellement aux faits, en fait, tels qu'ils se sont produits en réalité. Hein. On n'est pas du tout comme dans la série Black Mirror où les gens peuvent enregistrer. Notre cerveau, il fonctionne pas du tout comme ça. En fait, il remanie tout le temps les traces. Et c'est vrai qu'on n'est pas comme dans ces ordinateurs où on a. Alors maintenant, effectivement, on a énormément de traces, ce qu'on n'avait pas avant. On pouvait avoir peut-être quelques photos ou. Et puis vous parlez du dark web, donc là qui échappe à toute législation. On sait qu'aujourd'hui en Europe, on a quand même cette possibilité de ce droit à l'oubli à la fin du référencement, hein, en tout cas pour nos données qui sont émises sur les sites européens. Maintenant, se pose la question de savoir si on peut aussi effacer, récupérer et rendre effaçables, disons, les données qui sont produites ailleurs. Cela, à quel point est-ce que vous y êtes confronté, vous, dans votre pratique, Ralph Rimet? Est-ce que vous avez le sentiment que ce droit à l'oubli est tout à fait faisable, respectable et possible? Oui, alors effectivement, c'est ce qu'on propose. Hein, donc le droit à l'oubli, il est nécessaire, je pense, et puis il est surtout important dans le cadre où les personnes se sont exprimées sur ce droit à l'oubli et puis qu'elles le revendiquent. Maintenant, c'est clair que, encore une fois, on travaille sur un support qui s'acharne à garder les données, hein, même si on les efface. Il y a tout un tas de technologies qui permettent en fait d'accéder à ces données. Donc effectivement, c'est très compliqué d'effacer définitivement les choses. Ce qu'on peut faire, c'est d'effacer les accès, ou en tout cas d'éliminer l'accès à ces données. Mais il restera comme toujours, un peu comme vous l'avez dit, madame, hein, dans le cadre du dark web. Il y a toujours des possibilités, et dans un support comme celui-là, il y aura toujours un petit génie un jour ou l'autre qui trouvera une solution. Donc la solution ultime n'existe pas, il faut être clair, et malgré nous qui sommes dans ce domaine-là et qu'on est bien conscient en fait que c'est aussi quelque chose avec lequel il faut vivre, on fait comme les banques, hein, c'est-à-dire qu'on met toutes les garanties de sécurité, on met des gardiens, on fait des barreaux en fer, on fait tout ce qu'il y a dans le physique, dans le numérique, mais on ne peut jamais éviter qu'à la bout de la chaîne, un être humain fasse une erreur ou quelque chose comme ça, ou que quelqu'un trouve une faille, et puis qu'on accède à ces données. On peut rappeler aussi qu'il y avait eu ce cas de jurisprudence en 2014 où la Cour européenne avait donc accepté la requête d'un homme d'affaires espagnol, hein, qui demandait d'effacer les articles en ligne consacrés à sa faillite. Et il y avait eu à l'époque des gens pour s'indigner et pour dire est-ce qu'on n'est pas en train ici de créer une version censurée au fond de l'histoire? Qu'en dites-vous peut-être, Delphine Preissmann? Le fait qu'on efface des choses. Oui, effacer, c'est aussi finalement censurer, réviser un peu l'histoire. Oui, on peut le dire. Après, c'est compliqué parce que c'est effectivement une balance entre le droit à l'oubli, parce qu'on peut imaginer qu'il y a 50 ans, s'il avait fait faillite, il aurait fallu aller chercher dans les archives des journaux, ça aurait été plus compliqué plutôt que de faire 2 clics. Alors je pense que vous, effectivement, je pense que ce que vous faites, c'est de faire en sorte que l'accès soit plus difficile, un peu comme si on allait le chercher dans des archives, dans une cave, comme il y a 50 ans. Mais c'est difficile. Je ne sais pas très bien quoi répondre à cette question. On est toujours en lutte, au fond, entre le droit à l'oubli et le droit de savoir, à l'information. Ouais. Est-ce
que, selon vous, peut-être l'anthropologue et l'historienne, cette obsession, disons ce souci en tout cas de protéger, de récupérer nos données, cela revient à un refus de participer au jeu du patrimoine? Oui, moi je pense que les choses sont un petit peu plus compliquées, c'est-à-dire que il ne faut pas oublier que le fleuve Léthé est le fleuve de l'oubli. Et aletheia en grec, c'est le non-oubli, mais c'est la vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe si on commence à effacer des données qui sont dans le seul lieu, entre guillemets, de stockage de l'actualité aujourd'hui, comme les réseaux sociaux? Et je ne parle pas évidemment des cas qui relèvent aussi d'autres aspects qui sont beaucoup plus sensibles, comme par exemple des tweets des présidents. Oui. Ou des affirmations des hommes politiques. Donc, vous voyez, il y a des lieux qui sont les lieux où l'information est archivée et stockée, et il y a une longue histoire de ça. Tout au début, c'était des lieux sacrés, donc où personne pouvait accéder. Ça, c'est très important justement à se rappeler. Mais justement, pour garder toujours l'information dans sa vérité. Aujourd'hui, il y a moins les archives, de moins en moins les archives, de moins en moins les musées, de moins en moins les journaux, et tous les débats, toutes les affirmations, toute notre histoire, elle se déplace dans des lieux de stockage qui ne sont pas des lieux tangibles, mais qui deviennent le net. Alors, qu'est-ce qui se passe si on commence à effacer des données du net? C'est une vraie question pour les historiens du demain. Quelles seront les informations sur lesquelles ils travailleront pour reconstruire, par exemple, l'histoire de la politique américaine d'aujourd'hui ou, pire peut-être, de la politique italienne d'aujourd'hui, sinon pas les tweets de Salvini ou d'autres hommes politiques, etc. Donc ça, c'est une vraie question. Où est la trace? Et où elle sera la trace du futur? Après, par rapport au droit à l'oubli, encore une fois, très intéressant, pour les anciens, c'était une punition. C'est-à-dire que la damnatio memoriae, donc ne pas être dans l'histoire, dans le bien ou dans le mal, c'est une punition. Parce qu'ils avaient cette conscience que l'histoire est de toute façon un terrain de débat. Et donc que même les personnages les plus regrettables ont parfois, par des raisons historiques, la possibilité d'être réhabilités, et autour de leur figure et personnalité, il y a la possibilité d'entamer de nouvelles études, de nouvelles recherches, etc. Donc ils ne se sentaient pas dépossédés comme nous, on pourrait en avoir le sentiment quand leur donnait leur... Absolument. Et il y avait une chose très intéressante, que ça correspond un petit peu à la déindexation que le droit d'oubli prévoit dans certains cas de faire dans le web. Ça s'appelait la abolitio nominis, donc le fait que le nom de famille de la personne condamnée est effacé de tous les supports. Et à l'époque, on parle de la pierre, on parle évidemment du papier, des registres, etc. Donc on parle de supports beaucoup plus forts, donc moins faibles du net. Donc vous voyez, il y a une perspective, c'est pas que ce qu'on pense aujourd'hui par rapport au fait d'effacer ou non effacer est la règle, et il faut l'attribuer une importance grande, parce que il y a dans l'histoire, il y a plusieurs cas dans lesquels c'était plutôt le contraire, et ça c'est aussi très intéressant. Oui, vous avez cité le tweet. Il y a eu justement il y a quelques mois cette annonce que donc le centre d'archivage, la bibliothèque du Congrès aux États-Unis avait décidé de ne plus archiver systématiquement tout Twitter qui jusque-là était totalement archivé, et ça a fait donc scandale, notamment une réaction d'une journaliste qui a dit mais moi je veux que mes petits-enfants sachent dans quelle réalité politique j'ai travaillé, en parlant de la situation américaine. Donc on est bien dans ce que vous disiez. Vous vouliez intervenir? Oui, je voulais compléter Florence, également ce que vient d'ajouter Isabella. Aussi, pour paraphraser ou le dire un tout petit peu autrement, on est aussi, lorsqu'on fait de la recherche, aussi dans des conflits de mémoire. Et les conflits de mémoire sont extrêmement importants parce qu'ils nous permettent de comprendre les enjeux
actuelle, à un moment donné, typiquement, ce que tu expliquais par rapport à la politique américaine ou italienne, on est dans des conflits de mémoire. Et qu'est-ce qu'on veut valoriser? Qui veut valoriser quoi comme information à un moment donné? Qu'est-ce que l'on veut invisibiliser, mettre de côté, mettre à l'écart? Et à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une dynamique de mémoire avec des rapports de force. Et donc, une mémoire qui, à un moment donné, invisibilisée, peut tout à fait, à un moment donné, ressurgir et devenir dominante. Et c'est précisément ceci qui est extrêmement intéressant, c'est de voir ces dynamiques-là et de comprendre à travers différents types de supports également, parce que tu parlais de la mémoire, disons, officielle avec les archives, ou la mémoire numérique qui deviendra peut-être un jour une mémoire qui deviendra peut-être de plus en plus officielle, on verra dans l'avenir, mais il y a d'autres formes de mémoire et c'est précisément ces différentes formes de mémoire, ces différents supports de mémoire qui sont intéressants d'analyser, voir quelles sont les tensions, les dynamiques entre ces différentes formes de mémoire. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Est-ce que ça change, vous, votre travail d'anthropologue, cette quantité de données à traiter? Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut que tout soit numérisé, qu'on ait tout en ligne, mais après, il faut les traiter, toutes ces données. Finalement, ça fait quand même beaucoup. Alors effectivement, c'est un travail supplémentaire. Personnellement, dans mes recherches, je fais davantage de terrain, en fait, comme on dit, d'enquête ethnographique. Mais c'est vrai que de plus en plus, depuis une dizaine d'années, les données numériques sont intégrées dans les recherches parce que c'est une donnée qui compte pour les personnes, les différents acteurs sociaux qui sont enchâssés en fait dans un contexte qui est la thématique de la recherche, typiquement sur des questions patrimoniales par exemple. On doit commencer à travailler aussi avec par exemple des sites qui ont été des projets collaboratifs par exemple autour de la question patrimoniale qui souvent représentent un autre point de vue sur un objet, sur un processus patrimonial par exemple. Et c'est précisément des données qui sont intéressantes parce qu'elles éclairent d'une autre manière et elles posent d'autres questions qui nous permettent d'avancer et d'essayer de développer davantage la réflexion et l'interprétation. Donc oui, de plus en plus de recherches tient compte en fait de ces données et c'est un support, disons qu'une technique supplémentaire, un outil supplémentaire dont on doit tenir compte, mais je pense qu'il faut trouver un bon équilibre en fait entre les différents types de données que l'on collecte pour un projet ou pour une réflexion plus théorique. On va revenir à une échelle plus individuelle peut-être, parce qu'on pourrait se demander au fond ce qui nous reste dans la tête si tout est numérisé. Je me souviens de cette très belle phrase qui disait que le souvenir était le seul paradis dont on ne pouvait être chassé. On peut se demander si c'est encore si juste que cela, Delphine Preissmann. Moi, je pense que ça l'est encore. Je pense que ça l'est encore, qu'on ne nous a pas enlevé nos souvenirs, qui sont toujours là. On a beau laisser des traces partout, notre mémoire, elle est quand même toujours là. On a toujours cette chose qui est liée vraiment à notre individualité, ce qui fait qu'on se sent, toute notre personnalité, en fait, c'est lié à notre mémoire. Et c'est ce qu'on voit aussi, par exemple, ce qui est si dur avec les gens qui ont, par exemple, la maladie d'Alzheimer, ils vont perdre leurs souvenirs. Et donc, la mémoire, elle fait vraiment partie de notre identité. Et pour l'instant, Dieu merci, elle est encore là. Mais d'ailleurs, vous parlez d'Alzheimer, mais on a parlé là des outils numériques qui peuvent plutôt nuire à la mémoire individuelle, mais on se sert également des outils numériques, je crois, pour travailler beaucoup notre mémoire, non ? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, et ça, c'est un point important parce que ça, il y a beaucoup de recherches qui montrent ça, c'est-à-dire que plus on fait fonctionner notre mémoire, déjà meilleure elle sera, et ça a un facteur aussi neuroprotecteur. Donc ça, on sait qu'un des facteurs, on ne connaît pas très très bien exactement la cause de la maladie d'Alzheimer, on sait qu'il y a plusieurs types de facteurs, mais on sait que les gens qui ont eu une grande activité intellectuelle ont un risque moins grand. Et mais ça, y compris numérique, activité intellectuelle activité intellectuelle de tout type. Alors ça a été fait beaucoup avant, avant que le numérique arrive, on avait déjà remarqué ça. Et une des idées, c'est l'idée de la réserve cognitive, c'est-à-dire qu'en vieillissant, même si vous perdez beaucoup de neurones, si vous en aviez énormément, si vous voulez, vous n'allez pas atteindre le seuil où tout d'un coup vous allez tomber dans la maladie. En fait, ça c'est un peu l'idée. Et donc la stimulation intellectuelle, qu'elle soit numérique ou pas, joue un rôle.
Mais justement, numérique ou pas, vous dites c'est pas tout à fait la même chose. Moi, je pense aussi à toutes ces études qui sont faites pour essayer de voir si lire sur des tablettes, des livres numériques, c'est tout aussi efficace. Disons, enfin, si on apprend, on comprend aussi bien, on assimile aussi bien que sur des livres papier. Et les études tentent à montrer que non. Alors, ce qui a été fait surtout, c'est de pas regarder, donc c'est des données plutôt épidémiologiques, donc c'est-à-dire qu'on a regardé à quel point les gens avaient une activité intellectuelle et risquaient ou pas d'avoir la maladie. Donc sans se soucier, je crois que jusqu'à maintenant, c'est pas vraiment soucié, j'ai pas vu d'études, mais j'ai pas regardé si le numérique entrait en ligne de compte. On a plutôt l'hypothèse que c'est vraiment l'activité intellectuelle, plutôt donc sous une forme ou sous une autre. Donc on a montré par exemple que les profs d'université avaient moins d'Alzheimer que les autres. Alors, l'hypothèse, c'est que le fait d'avoir une activité intellectuelle était protecteur en fait. Alors après, il faudrait faire cette étude dans 20 ans, voir si les profs d'université dans 20 ans auront toujours moins d'Alzheimer ou pas. Est-ce que le fait qu'ils utilisent du numérique est délétère? Mais là, pour l'instant, on ne peut pas vraiment répondre, je crois. Mais pour revenir à cette question de la différence entre le livre numérique et le livre papier, vous avez en tête des études récentes. Il me semble qu'elles sont assez nombreuses sur ce thème-là. Oui, il y a des études. Après, comme la mémoire, c'est quelque chose de dynamique, l'idée, c'est que ça va être incorporé, donc que ça soit quelque chose que vous ayez lu, que vous ayez entendu, que ce qui va rester après à la fin, au début, ça va être quelque chose de très épisodique. Vous allez pouvoir vous dire, j'ai lu ça dans un livre, j'ai lu ça dans un livre, j'ai vu ça dans un film, j'ai vu ça... Et puis, au final, ce qui va rester, c'est plutôt quelque chose de sémantique, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez réagir par rapport aux différentes choses. Et là, de ma connaissance, il n'y a pas de grande différence entre les deux. D'accord. Je crois qu'il y avait une question, non ? Oui, la mémoire, en fait, c'est avant tout un outil de survie pour l'espèce humaine, parce que c'est ce qui nous a permis, depuis l'ère préhistorique, de pouvoir transmettre les premières techniques, comme le feu, comme survivre à telle plante qui soit vénéneuse, et puis survivre aussi aux espèces animales dangereuses. Donc, ensuite, ça devient un outil de préservation de la civilisation. Comment réagir au nationalisme, comment réagir à tel ou tel danger de civilisation. Donc la mémoire, c'est avant tout un outil, c'est pas un loisir pour l'espèce humaine. Et c'est pour ça que c'est très important de préserver la mémoire et qu'elle ne soit pas entièrement dans le champ numérique, que la mémoire soit incarnée dans des monuments, dans des inscriptions, dans des choses concrètes. Et il y a un romancier anglais qui s'appelle Robert Harris, qui a écrit récemment un livre très amusant qui s'appelle The Second Sleep, et qui parle justement d'un effondrement de civilisation à l'ère numérique. Donc ça se passe après 2030, il y a un cataclysme qui n'est pas vraiment cité, qui n'est pas vraiment déterminé, et on est 800 ans après ça. Et on est dans une société moyenâgeuse, théocratique, où les gens ont tout oublié, et ils retrouvent dans des excavations des smartphones, et ils ne savent pas quoi en faire. Ils ne savent pas du tout les traiter, ils n'ont aucune mémoire en fait, de cette période-là. Et donc le risque en fait, de tout confier au numérique, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir un trou d'air civilisationnel, de perdre la mémoire des nationalismes, de l'Holocauste, de ces dangers-là finalement qui nous ont amenés au bord du gouffre. Et donc à un moment donné, il faut se poser la question de peut-être que le numérique, ce serait juste le traiter en accessoire et pas en principal. C'est-à-dire que le numérique, ça doit juste être une mémoire tampon, une mémoire à court terme. Mais la vraie mémoire à long terme, il faudrait la dédier peut-être à un autre support que le numérique. Un support beaucoup plus durable. Juste pour terminer très rapidement, il faut se projeter, à mon avis, plus à 100 000 ans qu'à 500 ans ou à 50 ans. Il faut s'imaginer dans 100 000 ans, qu'est-ce qui va rester. Merci. Ah, une autre question. En fait, j'aurais voulu rebondir sur ce qu'il a dit, parce que je dois dire, il me semble, dans l'histoire humaine, à part la pierre, qui est finalement un des supports, entre guillemets, les plus solides qu'on ait eu, tous les autres supports étaient guère plus solides que le numérique. Je veux dire, le papier, le parchemin, le papyrus, etc. Enfin, les divers autres supports n'étaient pas plus solides. Et d'ailleurs, la question, elle se posait déjà dans l'Antiquité grecque, où je ne sais plus si c'est Platon ou quel autre philosophe qui pensait que les gens allaient devenir stupides en confiant leur mémoire à l'écrit, et qu'il valait mieux en fait favoriser la transmission orale, de maître à disciple, et puis de faire travailler la mémoire en apprenant, vraiment en mémorisant. Et si je ne me trompe pas aussi, c'est en Inde où les Védas, normalement, doivent être mémorisés
par, mais mémorisés donc individuellement par chaque membre de la plus haute caste. Maintenant, c'est les brahmanes. Les brahmanes, voilà. Et parce qu'il y a cette idée que les autres supports sont trop fragiles. Le papier, ça brûle, ça s'envole. La pierre, ça peut être détruit. Mais la mémoire individuelle, si on peut avoir une chaîne de transmission qui ne se rompt pas, il y aura toujours quelqu'un pour transmettre cette mémoire. Et je me dis, en fait, avec l'informatique, alors on a des gros problèmes en termes de modèle économique vis-à-vis des GAFAM. Par contre, en termes de solidité de la conservation de la mémoire, il faut quand même voir que chaque donnée est répliquée sur différents data centers. Donc, si on a un qui disparaît, vos données, elles s'envolent pas. Après, l'autre problème, c'est celui du format des données, avec cette problématique du fait de l'innovation constante sans réelle vision à long terme, qui fait que, par exemple, dans les logiciels Microsoft, si vous essayez d'ouvrir un document Word d'il y a 15 ans, avec le Word actuel, ça va vous donner un drôle de résultat. C'est moins le problème, entre guillemets, avec les logiciels libres. C'est-à-dire, si vous prenez un document fait dans LibreOffice il y a 15 ans, vous pouvez toujours l'ouvrir, il n'y a pas de problème, ça sera lisible. Mais je me dis, en fait, quelque part, le problème, la fragilité de la mémoire, je me demande si c'est pas un peu enfin, c'est pas une course vaine, mais je pense que ça va être quelque chose qui va nous poursuivre encore longtemps, probablement même au-delà du numérique. Merci. Comment est-ce que vous prenez en compte cette obsolescence des supports, hein? Vous avez cité les logiciels, mais on peut même parler d'il y a 5 ans, enfin, les CD-ROM, moi j'en ai plein mon armoire, je ne sais absolument pas qu'en faire. Enfin voilà, on est tous dans cette situation-là. Donc, est-ce que vous prenez cela en compte, j'imagine, en tant qu'historienne, Isabella Pilenardo? Bien sûr, mais l'histoire des supports, justement, a été déjà évoquée, c'est-à-dire que c'est une longue histoire depuis toujours, c'est-à-dire que ce que ça veut dire changer l'interface de transmission des données, parce que de ça, en gros, on est en train de parler. Donc, on a la pierre, après on a le papyrus, après on a le papier, etc. Et le problème de la solidité des supports est aussi un petit peu lié à la question de la mémoire, c'est-à-dire que quand le livre imprimé est apparu, par exemple, justement parce que c'est ma matière, à Venise, deuxième moitié du XVe siècle, il y avait beaucoup de monde qui s'inquiétait par l'apparition de cette ars artificialiter, ça c'est assez intéressant, qu'ils appelaient le livre imprimé l'ars artificiel, non, un peu comme l'intelligence artificielle, en disant que de plus en plus le public sera devenu stupide parce que lire un manuscrit c'est beaucoup plus compliqué, il faut prendre le temps, normalement on l'apprend par cœur et c'est très différent, avoir des lettres très sensuelles, il disait vraiment comme ça, dans des pamphlets contre le livre imprimé, des lettres très sensuelles avec des très beaux dessins, mais qu'on oublie avec majeure rapidité que le manuscrit. Et c'est plus ou moins la même chose aujourd'hui, parce que, encore, je dois la mettre, moi j'ai du mal à lire un livre sur un écran, je dois encore, comme vous voyez, très bien imprimer mes papiers. Donc la question du support en tant que tel, et aussi de l'interface homme-support, c'est une vraie question, et moi c'est pas une polémique, même si je n'ai pas du tout, on dirait, une approche ludiste au numérique, tout au contraire. Sinon, je ne serais pas impliquée dans les projets que j'essaye de coordonner. Mais je dirais, il faut numériser et réimprimer tout l'archive, très simplement. Donc, je propose de numériser les archives, les réimprimer et surtout les diffuser à l'échelle globale. Parce que ça, c'est encore une autre chose intéressante, c'est-à-dire que finalement, ce qui permet l'interface numérique est une pluralité d'accès, une facilité d'accès, de transmission et une diversification de l'accès. Ça, c'est très intéressant. Par rapport à tout ce qui est support, évidemment, c'est la question des questions, mais il y a déjà beaucoup d'entreprises, et j'ose dire malheureusement toujours privées, et ce n'est pas encore une question aperçue par les acteurs publics,
qui sont en train de trouver de manière de pérenniser les données numériques et données natives numériques. Sur du verre, hein, notamment. C'est l'une des matières, a priori, les plus solides. Et il y a quelques jours, c'est Microsoft et Warner Bros. Qui ont signé un accord pour numériser sur du verre le premier Superman de 1978. Donc, on est rassuré, il restera. Mais voilà, ça aussi, hein, cet enjeu-là oui, il y a du pas mal verre. d'efforts, Ralph Rimet. Ouais, justement, je trouvais très intéressant ce que disait Madame, parce que je partage vraiment entièrement ce qu'elle a dit. Je pense qu'on a un regard et un prisme qui est celui d'aujourd'hui, 2019 et des technologies de 2019. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a une accélération de l'innovation, du progrès. Alors, pas toujours dans des bonnes dispositions, mais il y a beaucoup de choses qui bougent, et notamment dans l'intelligence artificielle. Et si on regarde un petit peu la progression et les prochaines années, il y aura de nouveaux supports, il y aura certainement de nouvelles façons de traiter l'information, et il y aura de nouvelles manières aussi de transmettre cette mémoire, plus seulement forcément humaine, mais probablement aussi liée à des machines. Et puis ça va aussi changer notre rapport en fait à ces nouvelles interfaces et à ces nouvelles façons de faire, qui vont forcément nous demander ensuite, au niveau privé ou au niveau public, quelles sont les mesures qu'on devra prendre pour assurer cette transmission, moyennant ces nouveaux supports. Avec un peu de chance, on va nous greffer quelques gigas de mémoire en plus dans le cerveau, c'est cela? Ce que vous espérez? Alors écoutez, il y a déjà des gens qui se greffent des puces, hein, ça existe déjà, et il y a un aspect tout à fait pratique à tout ça. Donc je pense que dans toute technologie, il y a du bon, il y a du mauvais. Avec le nucléaire, on fait de l'électricité, mais on fait aussi des bombes qui détruisent l'humanité. Donc il faut vraiment réussir à regarder le prisme de ces technologies, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter, et puis comment est-ce qu'on peut les utiliser aussi dans cette transmission. Pour vous qui êtes docteur en psychologie cognitive et comportementale, ce serait quoi la leçon, disons, à tirer de tout cela? Est-ce qu'on a intérêt à continuer de garder, de compter sur ces outils du numérique, ou bien qu'est-ce que vous conseilleriez, vous? C'est toujours très compliqué parce qu'effectivement, les choses évoluent très vite, les technologies. Donc, comme vous disiez, il y a maintenant, on essaye de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des mémoires sous forme de puces externalisées? Il y a déjà des gens qui essayent d'utiliser des techniques pour essayer de stimuler le cerveau, pour augmenter la mémoire. Donc, c'est compliqué. Et ça dépend aussi de quel type de mémoire on parle. Là, monsieur, vous disiez, c'est aussi pour la survie, c'est vrai. Donc, c'est aussi des choses... Est-ce qu'on veut augmenter notre mémoire, notre espace de stockage? Mais dans ce cas-là, on a déjà un stockage externe, donc pourquoi le faire? Enfin, dans quel but, en fait? On peut se poser la question, dans quel but? Est-ce qu'on a besoin d'augmenter notre espace de stockage interne? Mais pourquoi? Enfin, dans ce cas-là, autant qu'il reste externalisé, peut-être qu'il y aura des avantages à plus long terme qu'on n'arrive pas encore à imaginer maintenant. C'est difficile, mais les phénomènes de mémoire qu'on va retrouver, effectivement, qui sont importants à la fois pour l'identité et pour la survie, comme vous le disiez, hein, et qu'on va retrouver chez nous, mais aussi chez les animaux. On n'est pas les seuls à avoir de la mémoire. Les rats ont de la mémoire. Et donc, alors, on ne peut pas leur demander s'ils se souviennent qu'ils ont des souvenirs, mais on voit qu'ils se souviennent très bien. Si ils ont mangé quelque chose qui les a rendus un jour malades, ils vont plus jamais le remanger. Donc, ils ont une mémoire, et cette mémoire-là, elle est importante pour notre survie aussi. Donc, il faut qu'on la conserve, parce qu'elle a une fonction. La mémoire, c'est jamais pour le passé, c'est toujours pour le futur. Merci. Qu'est-ce que vous garderez alors en mémoire de cette conversation? Isabella Di Leonardo, il faut tout réimprimer et tout repasser à l'analogique? Oui, il faut passer au cadastre en pierre, comme les Romains, directement. La forma urbis imprimée. Non, le souvenir qu'on ne peut pas être numérisé, c'est le plaisir, juste la sensation, le sentiment du plaisir d'être ici et d'avoir eu une très belle discussion, très animée, des très beaux échanges avec vous. Merci. Florence Gréserbido. Alors pour ma part, je pense que je souscris à ce que dit Isabella. C'était un échange très intéressant et avec le public aussi. J'ai beaucoup apprécié l'interaction avec le public et notamment les dernières interactions qui ont vraiment mis le doigt sur ce qui, à mon avis, à nouveau en tant qu'anthropologue très important, c'est les usages sociaux, c'est les rapports sociaux en fait qui sont nécessaires. Qui sont cruciaux pour que la mémoire soit transmise.
d'une génération à une autre, d'un groupe à un autre. Et ces usages sociaux sont vraiment fondamentaux pour précisément conserver une mémoire, qu'elle soit individuelle, mais la mémoire individuelle, elle ne fait toujours que sens lorsqu'elle est aussi enchâssée dans le social. Et je pense que là aussi, par rapport à votre dernière remarque sur la survie, je pense que c'est fondamental. Du fait de votre pratique, Ralph Rimet, qu'est-ce que vous nous conseilleriez de faire ou de ne plus faire dans notre usage du numérique pour mourir tranquille? Non, alors, votre question, il ne faut pas la poser comme ça. Je pense que, d'accord. non, Pour vivre mieux. non, justement, Voilà. il faut vivre avec le numérique. Il ne faut pas en avoir peur ou il ne faut pas l'encenser. Il faut continuer à vivre comme on est. Et puis, c'est ce qui fait en fait la force de l'être humain. Et je crois que le numérique, encore une fois, c'est qu'un support supplémentaire. Et puis, si je peux répondre à votre question que vous avez posée à mes deux précédentes interlocutrices, moi, je pense que l'interdisciplinarité, qu'elle soit humaine ou technologique, c'est ce qui va faire la différence, c'est l'échange et c'est la mixité. Je crois que c'est ce qui fait que nous sommes des êtres humains et c'est ce qui ferait que nous survivrons à peu importe ce qui arrivera demain parce que nous avons cette complémentarité. Aujourd'hui, elle se traduit par le numérique, demain, elle se traduira peut-être par autre chose et puis hier, elle se traduisait par le feu et la pierre. Donc je pense que c'est surtout ça, moi, que je retiens aujourd'hui, effectivement, et je partage le sentiment d'un échange hyper riche sur ce sujet. Merci, Delphine Preissman. Alors moi aussi, je voulais vous remercier. J'ai trouvé ça très très intéressant, très stimulant effectivement d'avoir ce regard d'autres disciplines donc sur ce même phénomène de la mémoire et de voir que on aborde ça de façon différente, mais en fait on a des points de vue relativement proches, même si si on vient de domaines très différents. Donc là, C'est à vous qu'on va demander maintenant votre avis. Non, ne le jetez pas des tomates. Non, mais vous pouvez par contre poser toutes les questions que vous souhaitez. Il y a eu un article passionnant dans Le Monde il y a 2-3 ans sur comment indiquer aux générations dans 150 000 ans les sites dangereux où sont stockés des déchets nucléaires, par exemple. Alors, sur le plan la sémantique, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme signalétique? Quels seront les symboles? Est-ce que les langues continueront à être utilisées de la même manière? Donc, on peut... voilà. Alors, il y a des anthropologues qui se sont interrogés sur essayer d'anticiper quel sera l'état d'esprit des gens dans 100 000 ans et comment leur indiquer qu'il y a un danger à cet endroit-là et qu'il ne faut pas creuser. Donc voilà, je pense que cette approche-là peut être intéressante. Et puis, pour la préservation de la mémoire actuelle, je pense qu'il faut privilégier les supports inertes, comme le verre, par exemple. Donc l'effort de Microsoft, même si c'est une société privée, c'est intéressant sur le plan de la recherche. Et puis, se méfier aussi des formats opaques, c'est-à-dire purement numériques, et peut-être inscrire dans le verre, mais des formats analogiques, explicites. C'est-à-dire des vraies images, mais qui soient miniaturisées, qu'on puisse regarder dans l'avenir sans avoir besoin de décoder. Et en miniaturisant suffisamment, on peut mettre énormément de données dans du verre sur plusieurs couches avec les lasers. C'est quelque chose de vraiment très intéressant. La pierre aussi, hein. Pardon? Et la pierre également. Pas que dans la pierre, oui, mais par transparence, dans le verre, il y a aussi une possibilité de mettre énormément de choses. Donc voilà, à voir pour l'avenir. par rapport à ce que vous disiez, comment indiquer aux futures générations? Alors, je ne sais pas, dans 150 000 ans, mais ce qui est intéressant, c'est que pour certaines choses, comme des choses du danger, on pense qu'il y a une forme de mémoire qui se transmet en fait de façon génétique. C'est-à-dire qu'on a des peurs innées, et de façon innée, on va avoir tendance à avoir peur des serpents, avoir peur des araignées, avoir peur d'un bruit violent. Donc, que quelque part dans notre cerveau, ces peurs-là, en fait, elles sont déjà... Et donc, c'est une structure qui s'appelle l'amygdale qui va réagir, par exemple, quand vous avez des choses pointues. Alors, on pourrait imaginer, alors je ne sais pas si dans 150 000 ans, on aura toujours les mêmes peurs innées qui seront précodées dans l'amygdale, mais c'est possible. En tout cas, il pourrait y avoir certains signes qui, de façon en fait innée, nous font réagir en voyant que c'est un danger. Même si on l'a jamais appris de façon, on n'y a jamais été confronté. Hein. C'est la même chose pour les rats. Hein. Même sans avoir jamais vu un chat, ils vont avoir peur de l'odeur. Donc, on a nous aussi des peurs comme ça qui sont innées, qui sont transmises de génération en génération. Il y avait une autre question, je crois, dans le public. Oui. Moi, j'avais une question juste par rapport au stockage donc, des données numériques. Ça me paraît pas une mode durable en fait de stocker d'un point de vue écologique toutes les données dans des data centers. Donc, est-ce que vous pensez qu'à un moment la question va se poser de quelles données on doit supprimer, combien de temps on garde des données personnelles, etc. Voilà. Oui. Question très juste. Oui, mais c'est... Non, mais c'est une très bonne question, c'est une excellente question. Mais encore une fois, je pense que le problème, l'être humain n'est jamais aussi bon que quand il est face à un problème majeur qu'il doit résoudre.
Et aujourd'hui, ce n'est pas un problème majeur qu'il faut résoudre. Donc aujourd'hui, on ne met pas d'effort pour le faire. Mais ça se fera nécessairement un jour ou l'autre. Et puis ensuite, on trouvera une technique pour le faire. Et puis on corrigera le problème. Mais est-ce que ça, c'est une question, la question écologique, est-ce qu'elle est prise en compte dans l'archivage Je pose la question aux historiennes et anthropologues. Oui, mais en fait, c'est pour ça qu'on parle de l'archivage des données, on dirait, dans le public, qui relève du patrimoine. Mais le patrimoine, c'est une notion politique. C'est-à-dire que c'est pas toutes les données seront probablement susceptibles d'être stockées. Il faudra évidemment trier entre les données qui relèvent véritablement, je parle pour les acteurs publics, qui relèvent de l'intérêt public et des données qui ne relèvent pas de l'intérêt public. Différentes choses, c'est par rapport à des plateformes privées par définition, et que du coup, ils font du stockage de données et de l'analyse et l'interprétation des données leur force. Et donc évidemment, ont tout l'intérêt à garder la plupart des données, et plus données ont, plus sont capables de produire des stratégies de marché, de cibler les acteurs privés, et etc., etc. Donc, je ferai déjà cette distinction, et donc on voit déjà qu'avec cette structure, par définition, malheureusement, le patrimoine sera en partie endommagé du fait qu'on ne pourra pas tout stocker, qu'il faudra définir qu'est-ce qui relève ou qu'est-ce qui ne relève pas du patrimoine, qu'il faudra trier. Mais le même processus s'est réalisé en fait par rapport au patrimoine concret, matériel. On a aussi, chaque civilisation, chaque société, chaque contexte sélectionne un certain nombre d'éléments qu'il estime à ce temps précis, actuel, important, parce que représentatif de la période actuelle. Et donc, c'est un processus qui existe lorsqu'on étudie le patrimoine, il existe depuis extrêmement longtemps. Après, c'est les formes et les supports qui changent un petit peu. Mais la mémoire comme patrimoine est faite d'éléments qui sont conservés, d'éléments qui sont oubliés, parfois momentanément, qui peuvent ressurgir. Et c'est précisément cette dynamique qui est fondamentale. Et, comme tu le disais, l'intérêt d'avoir de multiples acteurs qui ont une vue différente sur ce qu'est le patrimoine, ou la mémoire, en fait. Merci beaucoup, et merci à vous, cher public. Merci.